Le grand défi du déconfinement sera de restituer un maximum de liberté tout en conservant un taux de reproduction effectif RT en dessous de 1. Comme on en a déjà longuement parlé, ces deux variables sont critiques pour éviter un chômage massif et une grande instabilité politique et pour garder la pandémie sous contrôle et nous dispenser d'un second confinement. Plusieurs variables clés permettent de piloter ce compromis, comme la production de tests pour identifier les individus infectés, la communication scientifique pour encourager les gestes barrières et la distanciation physique, et la notification à l'exposition pour alerter les personnes à risque. Cependant, la variable la plus importante et la plus efficace pour garder RT en dessous de 1, ce sera certainement la mise en quarantaine de tout individu contagieux. Tel est le cœur de la stratégie recommandée par l'Organisation mondiale de la santé, à savoir tester, tracer et isoler. We're continuing to recommend that all countries make containment their highest priority. We continue to call on countries to find, test, isolate and care for every case and to trace every contact. Mais bien sûr, la grande difficulté de la stratégie de mise en quarantaine des individus contagieux, c'est que ces individus contagieux sont très difficiles à identifier, surtout s'ils sont pré-symptomatiques, comme on l'a vu dans une vidéo précédente. Au mieux, dans la plupart des cas, on ne pourra avoir que des suspicions de contagiosité. Il va alors falloir agir dans l'incertitude. Aujourd'hui, on va justement s'intéresser à la stratégie de déconfinement optimale, sachant cette incertitude. Mais pour commencer cette vidéo, supposons que par un coup de baguette magique, il était possible d'identifier exactement l'ensemble des individus contagieux. Quelle serait alors une stratégie de mise en quarantaine optimale ? On pourrait croire que la stratégie optimale serait alors de mettre en quarantaine tout individu contagieux. Et oui, en effet, ça aiderait beaucoup. Mais en fait, il n'est pas indispensable de mettre tous les individus contagieux en quarantaine. Oui, car le plus important, ce n'est pas d'isoler tous les contagieux. Le plus important, ça semble davantage de maximiser la liberté de la population tout en gardant RT en dessous de 1. Or, il n'est pas nécessaire que les individus contagieux soient tous en quarantaine pour garder RT inférieur à 1. Supposons ainsi que le RT des individus contagieux en quarantaine soit égal à RT quarantaine de l'ordre de 0,5, alors que le RT des individus contagieux hors quarantaine, sachant les masques, les gestes barrières et l'immunité de groupe, est égal à R libre qu'on va estimer de l'ordre de 2,5. Si une fraction alpha des contagieux est libérée de la quarantaine, alors le RT global sera une moyenne pondérée de R quarantaine et R libre, et plus précisément égal à alpha fois R libre plus 1 moins alpha fois R quarantaine. Pour avoir RT inférieur à 1, il suffira alors d'avoir alpha fois R libre moins R quarantaine plus R quarantaine inférieur à 1, ce qui est équivalent à dire que alpha doit être inférieur à 1 moins R quarantaine divisé par R libre moins R quarantaine, qui, avec les nombres que j'ai considérés, est égal à 25%. Et ça, c'est vraiment une très bonne nouvelle. Ça veut dire qu'il est inutile de mettre tout le monde en quarantaine. Pour contrôler la pandémie, un contagieux sur 4 peut être hors quarantaine. Ou dit autrement, il suffit que 3 contagieux sur 4 soient en quarantaine. En particulier, ceci pourrait nous permettre d'autoriser la circulation de ceux dont le travail est important, comme le personnel médical, les épidémiologistes ou les employés des chaînes de production des biens de base, surtout si ceux-ci sont difficilement remplaçables et s'ils n'ont aucun symptôme. A l'inverse, notez que R libre dépend en pratique du comportement des individus. Un individu très précautionneux du port de masque, des gestes barrières et de la distanciation physique aura un taux de reproduction plus faible qu'un individu qui respecterait mal ces consignes. Pour réduire RT, il serait alors prioritaire de mettre le second en quarantaine. Et notez qu'il ne s'agit pas là d'un jugement de ce second individu. En aucun cas je suis en train de dire qu'il mérite d'être en quarantaine. Il s'agit là de ce qu'il serait optimal si tout ce qu'on veut faire, c'est maximiser la liberté tout en gardant RT inférieur à 1. Bon, après, il se trouve que les incentives seraient ici pas mal alignés, dans la mesure où autoriser davantage la circulation des individus prudents augmentera les incentives à être prudents, ce qui est pas si mal. Bon, ça c'était le cas simpliste où l'on pouvait identifier les individus contagieux. Malheureusement, en pratique, tester si un individu est contagieux est une tâche très difficile. En fait, même les tests pourraient ne pas suffire à y parvenir. En effet, comme on l'a vu la dernière fois, il semble y avoir un haut taux d'échec dans le prélèvement nasopharyngé qui pourrait aller de 15 à 50%. Mais alors, même si on testait tout le monde, le test nasopharyngé pourrait échouer à détecter 3 contagieux sur 4 et donc à mettre suffisamment de contagieux en quarantaine. Et ça, c'est dans l'hypothèse où on testerait tout le monde, peut-être toutes les semaines. Or, même avec les tests groupés, qui apparemment, bizarrement, sont illégaux en France, tester toute la population française tous les jours pourrait encore être déraisonnable.
S'appuyer uniquement sur des tests pour déconfiner pourrait en fait être insuffisant, ou du moins cela semble sous-optimal. Derrière cette déficience des tests se cache un problème plus fondamental qui est l'archétype de la différence entre le raisonnement fréquentiste et le raisonnement bayésien. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail de cette distinction, d'autres vidéos le font très bien, mais en bref, ce n'est pas parce qu'un test assez fiable dit quelque chose que vous devez le croire. Par exemple, imaginez que 2 membres de votre foyer ont été testés positifs et que vous avez tous les symptômes du Covid. Mais votre test est négatif. Devez-vous alors conclure que vous n'avez pas le Covid ? Certes, la vraisemblance du résultat du test négatif, en supposant que vous êtes Covid positif, est faible. Cependant, la vraisemblance de la donnée, ici le résultat du test, n'est pas la crédence de la théorie, ici le fait que vous êtes infecté. Un test seul ne suffit pas pour conclure. Sans préjugés, aucune conclusion ne peut être tirée. Ainsi, pour un bayésien, le préjugé bayésien qu'il fallait avoir avant de connaître le résultat du test importe tout autant que la vraisemblance de la donnée. Avant de voir le résultat du test, qu'est-ce qui était judicieux de penser? Où se situait votre curseur de Turing? Où placez-vous vos crédences en le fait d'être Covid positif? Si 2 membres de votre foyer ont été testés positifs et si vous avez des symptômes, alors il est très probable a priori que vous soyez vous aussi Covid positif. Ainsi, ce curseur penche alors probablement très largement en faveur d'être Covid positif a priori. Mais alors même un résultat négatif du test pourrait être insuffisant pour penser que vous êtes Covid négatif. Ce résultat du test, cette donnée, va déplacer le curseur. Mais en fonction du degré de fiabilité du test, ce déplacement pourrait être insuffisant pour déplacer suffisamment le curseur pour vous rendre la théorie Covid négatif plus crédible que la théorie Covid positif. Et puis surtout, ce résultat du test sera probablement insuffisant pour ramener le curseur de Turing très loin vers la théorie Covid négatif. Malgré un résultat négatif du test, la probabilité d'être Covid positif pourrait demeurer non négligeable. Notez que ce raisonnement est particulièrement important à avoir quand il s'agit des tests sérologiques qui testent votre immunité contre Covid. Surtout si vous n'avez jamais eu de symptômes caractéristiques du Covid, a priori non, vous n'êtes pas immunisé contre Covid. Donc, même si ces tests sérologiques affirment que vous êtes immunisé, et même s'ils sont valides à 95%, il peut rester probable que vous n'êtes pas immunisé contre Covid. En effet, a priori, seulement autour de 1 personne sur 20 dans la population a été infectée. Donc, a priori, vous avez une cote autour de 1 contre 20 d'être immunisé. Maintenant, dans la théorie Covid immunisé, un test qui affirme que vous êtes immunisé n'est aucunement surprenant, alors que dans la théorie Covid non immunisé, un test qui affirme que vous êtes immunisé est très surprenant. Mais ce n'est pas complètement surprenant. Ça arrive 5% du temps, soit 1 fois sur 20. Le rapport de surprise est donc de fois 20. Et donc, a posteriori, une cote d'être immunisé est 20 fois 1 contre 20, ce qui fait du 20 contre 20, aussi appelé du 1 contre 1. Ou dit autrement, malgré un test valide à 95% qui dit que vous êtes immunisé, vous avez seulement une chance sur 2 d'être effectivement immunisé. Le raisonnement probabiliste invite surtout à tenir compte de toutes sortes de données pour estimer votre probabilité d'avoir le Covid au lieu d'être obnubilé uniquement par un test. Comme le dit le proverbe bayésien, l'apprentissage est une danse. Chaque donnée devrait faire danser vos curseurs de Turing et le cumul de petits déplacements peut compter beaucoup plus qu'une donnée particulière. Typiquement, la simple augmentation du nombre de cas confirmés dans votre région devrait suffire à augmenter la probabilité que vous soyez Covid positif. De même, votre comportement quotidien devra affecter votre estimation de la probabilité que vous soyez Covid positif. Si vous vous êtes enfermé chez vous et faites très attention à garder 2 mètres de distance vis-à-vis de tout autre être humain lors de vos sorties, alors votre probabilité d'être Covid positif devrait rester faible. Cependant, ces signaux pourraient être insuffisants pour estimer adéquatement la probabilité d'avoir le Covid. De nombreux autres signaux intéressants mériteraient certainement notre attention, comme l'analyse des égouts, les applications de notification à l'exposition, voire peut-être des applications d'analyse d'enregistrement sonore de votre toux qui semblent s'expliquer par la manière particulière qu'a le Covid d'attaquer nos poumons. Et puis bien sûr, même un autodiagnostic de vos symptômes devrait affecter vos crédences en le fait d'être Covid positif, même si n'oubliez pas que le gros problème reste les contaminations présymptomatiques, c'est-à-dire les contaminations par des individus contagieux qui ne sont pas encore capables d'inférer leur état de santé à partir de leurs symptômes. Même si aucun de ces signaux faibles ne suffit à conclure définitivement quoi que ce soit, le cumul de tous ces signaux peut vous aider à mieux estimer votre probabilité d'avoir le Covid. Et alors, idéalement, il faudra effectuer le calcul bayésien pour bien estimer cette probabilité.
Malheureusement, ce calcul est impossible à effectuer de manière précise, il va donc falloir se contenter de l'estimer. Mais étant donné le manque de centralisation de ces données et la difficulté du raisonnement probabiliste pour nos cerveaux de primates, on n'est pas sorti de l'auberge. Imaginons toutefois qu'on dispose d'une estimation pour chaque individu de la probabilité qu'il ait le Covid. Sachant ces probabilités, à quoi ressemblerait un déconfinement optimal? Qui faudra-t-il alors mettre en quarantaine? Eh bien, de façon remarquable, si l'objectif est de maximiser la liberté de la population tout en gardant RT en dessous de 1, et en supposant pour commencer que tous les individus contagieux contaminent autant de personnes qu'ils soient en quarantaine ou hors quarantaine, la solution optimale pour le déconfinement est en fait très simple. Il suffit de fixer un seuil P quarantaine, tel que tout individu dont la probabilité d'avoir le Covid est supérieure à ce seuil devra se mettre en quarantaine. Autrement dit, rester chez soi si le risque d'être contagieux sachant toutes les données à disposition est grand, c'est en fait une solution optimale. Ok, on va faire un peu de maths pour démontrer l'optimalité de cette stratégie. Juste parce que ça me manque un peu de faire des maths. Et en plus, ce sont des jolies maths qui mêlent optimisation linéaire et formule de Bayes. Mais bon, si vous n'êtes pas à l'aise avec ça, je vous invite à sauter directement à la section suivante de la vidéo. Appelons P de Q sachant C la probabilité qu'un individu contagieux C soit mis en quarantaine Q. Pour une grande population où les probabilités vont être similaires à des proportions, le taux de reproduction effectif sera environ RT est égal à la probabilité de Q sachant C fois RQ plus la probabilité de Q bar sachant C fois RL, où Q bar correspond à l'absence de quarantaine. RT peut alors être réécrit RQ plus RL moins RQ fois probabilité de Q bar sachant C, donc pour rappel, il faut garantir que ça restera en dessous de 1. Par ailleurs, la probabilité de liberté est égale à la probabilité d'être hors confinement, c'est-à-dire P de Q bar. En tenant compte de l'ensemble des données D sur un individu et en s'autorisant des décisions XD de mise en quarantaine qui dépendent de D, le problème du déconfinement optimal est alors de maximiser la somme des probabilités de Q bar sachant D fois la probabilité de D, sous la contrainte RQ plus RL moins RQ fois la somme des probabilités de Q bar sachant D fois la probabilité de D sachant C, de tout inférieur à 1, où les variables de décision sont en fait les XD est égal à la probabilité de Q bar sachant D. Les XD étant des probabilités, on a également la contrainte que les XD doivent être entre 0 et 1. Le problème du déconfinement optimal tel qu'on l'a modélisé ici est alors un problème linéaire, c'est-à-dire un problème dont la fonction objectif et dont les contraintes sont des fonctions affines des variables de décision XD. En fait, il s'agit d'une relaxation linéaire du fameux problème du sac à dos où il faut remplir un sac à dos de contenu de valeur, sachant que le sac à dos ne peut porter qu'un certain poids total maximum. Sauf que, à la place de mettre un objet dans un sac à dos, on autorise ici un individu à la circulation. Pour mieux comprendre ce problème, on peut remplacer les variables xd par d'autres variables mises à l'échelle, yd est égal à xd fois probabilité de d. La fonction à maximiser devient alors tout simplement la somme des yd. La contrainte sur le taux de reproduction effectif, elle, s'écrit alors la somme des yd fois la probabilité de d sachant c divisé par la probabilité de c, tout ça devant être inférieur à 1 moins rq divisé par rl moins rq. Notez aussi que la contrainte qui dit que les xd sont entre 0 et 1 se traduit en une contrainte qui dit que les yd doivent être entre 0 et la probabilité de d. En appliquant la formule de Bayes qui dit que la probabilité de C sachant D est égale à la probabilité de D sachant C fois la probabilité de C divisée par la probabilité de D, et donc de façon équivalente que la probabilité de D sachant C divisée par la probabilité de D est égale à la probabilité de C sachant D divisée par la probabilité de C, on se rend compte que la contrainte s'écrit sous la forme la somme des yd fois la probabilité de C sachant D doit être inférieure à un certain budget, où le budget de cette contrainte est égal à 1 moins RQ divisé par RL moins RQ, le tout fois la probabilité de C, qui de façon critique est une quantité indépendante des variables de décision. Ainsi, à chaque fois qu'on augmente d'une unité une quantité yd, on augmente de 1 notre quantité de liberté dans la population, mais on augmente aussi de probabilité de C sachant D le coût en termes d'impact néfaste sur le taux de reproduction effectif. Pour maximiser la quantité de liberté dans la population, il est alors optimal d'augmenter en priorité les quantités yd pour lesquelles les coûts sur la sécurité du déconfinement est faible, c'est-à-dire ceux pour qui la probabilité de C sachant D est faible. En fait, il faut ainsi remplir notre sac à dos de liberté jusqu'à ce que notre contrainte devienne saturée, c'est-à-dire jusqu'à ce que RT soit égal à 1. Voilà qui est équivalent à fixer un seuil et à exiger de ceux dont la probabilité d'être contagieux excède ce seuil de se confiner. On vient de démontrer que le confinement optimal consiste à confiner
ceux dont la probabilité d'être contagieux est plus grande. Le modèle qu'on vient de présenter est très simplifié, mais il peut ensuite être complexifié en prenant en compte notamment différents facteurs. Par exemple, comme on l'a vu plus tôt, on peut inclure dans notre modèle des contributions différentes à la production et à la livraison des biens de base, comme la santé ou la nourriture. Et là encore, on peut exploiter les données D pour estimer cette contribution de différents individus. Ainsi, on chercherait désormais à maximiser quelque chose comme la somme des UD fois XD fois la probabilité de D, où UD est égal à l'espérance de U sachant D et Q bar, est la contribution espérée des individus libérés ayant des données D. Typiquement, un infirmier, un biologiste ou un livreur de biens de base aurait sans doute un UD plus élevé que la moyenne. De l'autre côté, on peut inclure des risques de contamination différents en fonction des données D. Ainsi, un individu dont les données suggèrent qu'il prend extrêmement soin des gestes barrières et de la distanciation sociale serait associé à une valeur de RL et de RQ plus petite. En appelant RLD et RQD les nombres moyens de contamination d'un individu aux données D s'il est hors quarantaine et s'il est en quarantaine, la contrainte sur le taux de reproduction effectif s'écrit désormais somme des RQD probabilité de D sachant C plus la somme des RLD moins RQD fois XD fois la probabilité de D sachant C doit être inférieure à 1. Le problème reste alors une relaxation du problème du sac à dos. Cependant, cette fois, la quantité clé pour décider de la mise en quarantaine sera la probabilité d'être contagieux sachant les données D fois RLD moins RQD, le tout divisé par UD. Ainsi, un individu probablement contagieux qui gagnerait beaucoup à être confiné et qui contribue peu à faciliter l'accès aux biens de base au plus grand nombre serait davantage mis en quarantaine, en tout cas si l'objectif est quelque chose comme la restitution d'un maximum de liberté tout en gardant la pandémie sous contrôle. Un autre point très important est que j'ai considéré jusqu'ici uniquement des données D publiques. En pratique, par souci d'anonymat, il est critique de protéger les données personnelles. Néanmoins, on peut aisément démontrer le théorème suivant. Il y a un compromis inéluctable entre liberté du plus grand nombre et protection des données personnelles. En effet, plus les données publiques D sont nombreuses, moins les données personnelles sont protégées, mais plus il est possible d'avoir plus de liberté sous la contrainte d'un taux de reproduction effectif inférieur à 1. De façon très intéressante, avec ce modèle, il est possible de davantage quantifier ce compromis. Enfin, une dernière difficulté qui n'est pas des moindres, c'est que j'ai supposé ici que l'on pouvait prendre facilement une décision de mise en quarantaine centralisée et que celle-ci serait respectée. En pratique, la responsabilisation de la population est critique, surtout si seuls les citoyens disposent de beaucoup de données les concernant. C'est pourquoi la diffusion de la pensée probabiliste est ici critique. Une population plus responsable et plus compétente pour effectuer des estimations probabilistes pour décider soi-même adéquatement de se mettre en quarantaine ou non, c'est une population qui pourra s'offrir beaucoup plus de liberté tout en gardant la pandémie sous contrôle. Aujourd'hui, on a présenté un modèle très simplifié de déconfinement optimal. L'objectif ici n'était absolument pas de proposer un projet très précis. Malheureusement, en pratique, effectuer un déconfinement sécurisé, c'est déjà très difficile. Hashtag, c'est compliqué. Et malheureusement, notre modèle jouet montre qu'il y a un compromis inéluctable à trouver entre restitution des libertés, protection des données personnelles et responsabilisation individuelle. La bonne nouvelle toutefois, c'est qu'on semble pouvoir optimiser les trois axes à la fois en promouvant et en appliquant beaucoup plus la pensée probabiliste. En effet, pour optimiser un déconfinement sécurisé, les tests ne suffiront probablement pas. Il sera alors sans doute préférable de croiser toutes sortes de données. Mais surtout, pour un déconfinement optimal, la manière de croiser ces données doit se conformer autant que possible avec les lois des probabilités, et en particulier, la probabilité d'être contagieux sachant toutes ces données est vraiment une information critique pour déconfiner de manière optimale. Puis, il s'agira de restituer en priorité les libertés de ceux dont la probabilité d'être contagieux est faible, dont les précautions sanitaires sont grandes et dont les contributions à fournir davantage d'accès aux biens de base sont grandes. Telle semble être la direction à prendre pour un déconfinement optimal.